Chers téléspectateurs, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle édition. Bonsoir et bienvenue. À l'aune de l'actualité de ce soir, 2 kilos d'or ont été exportés légalement depuis le guichet unique d'exportation du Mining Business Center Ivatu. L'objectif est d'exporter 500 kilos en 100 jours et de lutter contre les exportations illégales. Détails sur les images de Yves Janel. C'est ici, au Mining Business Center, que se trouve le guichet unique d'exportation des produits miniers, notamment l'or, les pierres précieuses ou les pierres semi-précieuses. Tous les départements impliqués dans cet export s'y trouvent. Sur l'or, le pesage, le titrage de l'or avec des équipements qui sont vraiment de pointe, comme l'utilisation d'un spectromètre à rayon X pour avoir les différents éléments contenus dans le lingot, qui est encore contrôlé par un pesage sur la balance hydrostatique. Donc on pourra avoir réellement la pureté de l'or. Et puis après, il y a le poinçonnage sur un poinçonnage laser. Toutes les informations qui sont contenues dans les mesures physiques sont intégrées dans une fiche signalétique qui est mis dans un code QR et qui est imprimé sur le lingot même avant le poinçonnage officiel avec le signe de Madagascar avec la tête de zébu, et aussi inscrit dessus le titrage de l'or et le numéro de série pour montrer que ça a été passé au niveau du guichet unique d'exportation. 2 kilos d'or sont partis d'ici ce jour. C'est la première exportation officielle depuis la suspension de l'exportation en 2020, rappelle le ministre Rakut Malala Ergen Olivier. La valeur de cet or est estimée à 130 000 $. L'opérateur dispose de 2 mois pour rapatrier les devises y afférentes. Dans le cas contraire, son agrément pourrait être retiré. Le ministère des Mines mise également sur la lutte contre les exportations illégales, d'après les explications. L'objectif de l'État, c'est de pouvoir exporter jusqu'à en moyenne 15 tonnes de l'or par an, en moyenne. Et pour atteindre cet objectif, nous devrions travailler sur la professionnalisation des mines artisanales et aussi essayer de promouvoir dans les plus brefs délais l'ouverture des mines industrielles de l'or. Sinon, cet objectif sera difficilement à atteindre. Donc là, Actuellement, 6 personnes ont reçu leur agrément et peuvent ainsi exporter. 20 autres demandes ont été reçues. Néanmoins, l'approbation devrait passer en Conseil des ministres, toujours selon les explications. Toujours en économie, le taux d'inflation diminuera à 7% cette année, selon les estimations de l'Institut national de la statistique. La mise en place de la politique monétaire, le contrôle des ressources naturelles, le rapatriement de devises assureront le baisse du taux d'inflation, d'après le directeur général de l'INSTAT, C'est Sylvain. En 2023, le taux d'inflation était de 9,9% selon les statistiques publiées par l'INSTAT en décembre dernier. Quant à l'analyse de cette statistique, la hausse de prix du pétrole en 2022 fait partie de la raison de cette hausse. Pour le second semestre 2023, le taux a progressivement diminué et cela se poursuivra cette année selon les explications du directeur général de l'INSTAT. La politique monétaire et la politique économique mise en place a contribué à cette baisse de l'inflation. La politique de l'État adoptée dans la loi des finances 2024, notamment la mise en place de l'or monétaire et le soutien de la consommation et de la transformation des productions locales, contribueront à atteindre le taux d'inflation à 7,6% cette année, poursuivent les explications. Toujours en 2023, le taux moyen d'inflation était de 17,8%. Un taux qu'on peut considérer comme le plus élevé. Cette année, cependant, l'économie de l'Afrique devrait se redresser progressivement et en plus de la baisse du niveau de vie dans certains pays, il y aura des pays qui connaîtront une forte croissance économique selon les prévisions de la BAD, ou Banque africaine de développement.
En politique, une plateforme politique unique rassemblera tous les partis et associations qui soutiennent le président Anjrazouel, a déclaré aujourd'hui le secrétaire national du parti TGV et non moins gouverneur de la région d'Analamang. Cette plateforme sera dénommée Isikarech Amerikamni Anjrazouel. À cet effet, l'IRD et l'IRK n'auront plus de raison d'être. Par ailleurs, Erasu Amarmak a profité de l'occasion pour faire un rapport sur le voyage du président Anjrazouel à Dubaï. À noter qu'il y était également en tant que gouverneur de la région d'Analamang. Le parti TGV continue de soutenir jusqu'à aujourd'hui qu'il n'a pas, pour l'instant, proposé aucun candidat. Le bureau politique publiera en temps opportun le nom des candidats officiels du parti TGV selon le secrétaire national du parti TGV ce jour. Il a également indiqué que la plateforme des partis politiques qui rassemble les sympathisants du président Anjrazouel sera maintenue, car c'est cette plateforme qui est à l'origine de la réélection du président Anjrazouel. Cette plateforme portera le nom de Isikarech Amerikamni Anjrazouel et présentera les candidats pour les législatives. Dans la foulée, le secrétaire national du parti TGV a également souligné qu'il n'approuve pas la candidature des gouverneurs de la région aux législatives. Cette démarche pourrait déséquilibrer le développement des régions ou même retarder les travaux de développement, a-t-il précisé. Cela déclenchera même des rivalités entre les élus et les nommés, a-t-il ajouté. Par ailleurs, il était rappelé que le gouverneur de la région d'Analamang a fait partie de la délégation malgache ayant participé au sommet de Dubaï. Il a fait un rapport et a annoncé que ce voyage a apporté de bons résultats en termes de coopération, notamment avec Dubaï dans divers domaines et avec l'Inde. Il n'a pas manqué les financements émanant de la Banque mondiale. Il a également souligné que la plupart de ces rencontres bilatérales effectuées par le président malagasy ont pu avoir lieu grâce au fils du président de par les expériences de ce dernier dans les relations internationales. Dubaï est l'un des pays qui peuvent être pleinement imités en termes de développement et l'une des leçons tirées par le gouverneur de la région Analamang est la propreté de la ville. Cette propreté qui doit être mise en œuvre également à Analamang, a-t-il déclaré. Et puis le parti TGV Bungulav a tenu ce week-end un grand événement en guise de remerciement pour la population de Tirunmandid d'avoir soutenu et voté pour le président Anjrazouel lors de la dernière élection présidentielle. Outre la rencontre avec la population de Bungulav au stade Matsa Tirunmandid, différentes compétitions sportives et événements culturels ont eu lieu samedi et dimanche dernier qui ont coïncidé avec la célébration de l'anniversaire de Ma Radio à Tirunmandid. Mirvoula Tifera nous fait le point. Le parti TGV Bungulav a tenu pendant 2 jours, samedi et dimanche, un grand événement au stade de Masta Ambuitsu Tirunmandid afin de remercier la population locale d'avoir voté pour le président Anjrazouel. Le stade a été plein en orange lors de cet événement. Cela montre la force des partisans du président Anjrazouel dans cette localité. Un grand spectacle de théâtre et de nombreuses compétitions ont eu lieu ce dimanche avec des remises de prix. Et le samedi 17 février ont eu lieu différentes activités sportives telles qu'une compétition de pétanque, de marathon, du cyclisme et une course de pousse-pousse. Le 19e anniversaire de Ma Radio Bungulav a également été célébré lors de cette occasion. Dans les actualités sociales, à Muramang, un terrain appartenant à la société Fanalamang fait actuellement l'objet d'un litige. D'après le ministre de l'Environnement qui a effectué une visite sur place, ce litige devrait être résolu. Le vol de terrain existe depuis plusieurs années à Fanalamang, Muramang. Ce litige réduit la superficie des terres que cette société étatique peut exploiter. Pourtant, cette dernière contribue à l'économie du pays à travers le bois de chauffage et le charbon qu'elle fournit, outre divers autres produits forestiers qu'elle exporte. Lors de sa visite sur place, le ministre de l'Environnement, Max Fontaine, a souligné qu'une solution sera trouvée, car la société Fanalamang peut répondre aux demandes de Polonia, de bambou par exemple. Et les cours sont encore suspendus pour la circonscription scolaire de la région d'Atsnanan, la raison étant les fortes pluies qui ont entraîné des crues. Toujours un reportage de Fanjesena Mireille.
Si la reprise des cours pour la circonscription scolaire de la région d'Atznanen était prévue pour ce jour, la Direction régionale de l'éducation nationale a émis une note disant qu'ils sont encore suspendus pour aujourd'hui et demain. Les intempéries de ces derniers jours ont causé des crues dans plusieurs quartiers, une situation susceptible de mettre en danger les élèves, raison de cette décision. Les responsables auprès du Dren Atznanen appellent à la vigilance de tout un chacun, plus particulièrement celle des enfants. 700 jeunes plants ont été mis en terre par les membres de la FIMPIMA autour du lac Injakib, Intirabé. Des représentants de toutes les régions de Madagascar et ainsi que de la diaspora étaient présents. Jameson Ranjanarmanan de Viva Intirabé. Conservation, protection de l'environnement et action vont de pair. C'est pourquoi l'Association des orateurs malgaches, ou FIMPIMA, a mis en place depuis 2018 le projet annuel de reboisement. Cette année, il a eu lieu à Intirabé, dimanche, autour du lac Injakib. Cela entre également dans la clôture de la célébration du 60e anniversaire de la FIMPIMA. 700 plants de 4 variétés ont été plantés à cette occasion et un suivi sera effectué pour obtenir de bons résultats. Toutes les provinces de l'île ainsi que la diaspora étaient représentées. Il convient de noter que le nombre de ceux qui apprennent l'art oratoire au sein de la FIMPIMA ne cesse d'augmenter chaque année. En plus des discussions au coin du feu qui ont eu lieu toutes les 2 semaines, le Zarafa Lalan a lieu tous les 15 jours également. Voilà pour les actualités locales. On passe à présent aux actualités internationales. L'hôpital Nasser de Khan Younes, deuxième plus grand établissement hospitalier de la bande de Gaza, est complètement hors service en raison du manque de carburant et des combats, ont déclaré des autorités médicales et locales. France 24. Image à l'appui, les forces israéliennes entendent le prouver au monde entier. L'hôpital Nasser et ses alentours ont bien servi de base arrière au Hamas. Elles en veulent pour preuve ce véhicule volé selon elles le 7 octobre à des Israéliens dans le kibboutz de Nir Oz, l'un des plus meurtris. Des armes, un drapeau du Hamas, mais aussi des médicaments. Israël est catégorique, cela était destiné à des otages retenus par le Hamas dans la bande de Gaza. Un nom est inscrit sur chaque boîte, ici celle destinée à Norberto Luis Har, libéré par les troupes israéliennes le 12 février dernier. Chef de service à l'hôpital Nasser, ce médecin a vu arriver les militaires israéliens dans son établissement. Une opération débutée jeudi dernier. C'était chaotique. Tout le monde courait dans tous les sens. Je me suis enfui de l'hôpital avec ma famille, de nombreux patients et une partie du personnel médical. Deuxième plus grand complexe hospitalier de la bande de Gaza, l'hôpital Nasser est désormais complètement hors service, en raison notamment du manque de carburant pour alimenter ses générateurs. Sur place, seules 4 équipes médicales sont toujours à pied d'œuvre pour tenter, tant bien que mal, de prodiguer les premiers soins. Et Israël a averti que son armée lancerait une offensive contre Rafah si les otages israéliens détenus à Gaza n'étaient pas libérés d'ici au début du Ramadan, en dépit des pressions internationales visant à protéger les quelques 1,4 million de Palestiniens entassés dans la ville. France 24. Voici le résultat d'une frappe aérienne survenue dans la nuit de samedi à dimanche à Rafah, au sud de la bande de Gaza. 6 personnes sont mortes selon les autorités locales. Les habitants se croyaient ici relativement protégés. Voilà ce qu'il se passe dans un endroit sûr. Ils ont tous été tués dans un endroit supposé être sûr. Il n'y en a plus aujourd'hui. Ils ont été tués dans des endroits où les Israéliens leur ont demandé d'aller, des endroits qui étaient présentés comme sûrs et qui sont bombardés aujourd'hui. Pour l'instant, l'armée israélienne mène uniquement des opérations aériennes à Rafah, mais depuis plusieurs jours, la perspective d'une intervention terrestre se précise. Ce dimanche, le ministre Benny Gantz a fixé un ultimatum au Hamas. Le monde doit savoir et les dirigeants du Hamas doivent savoir que si d'ici le Ramadan, nos otages ne sont pas rentrés chez eux, les combats se poursuivront partout, y compris dans la région de Rafah.
Le ramadan commencera autour du 10 mars, soit dans 3 semaines. Benyamin Netanyahou se dit lui toujours déterminé dans son objectif de détruire complètement le Hamas. Il refuse catégoriquement de lui laisser le contrôle dans quelconque morceau de terre dans la bande de Gaza. Un temps envisagé par la communauté internationale, la question d'une trêve n'est plus à l'ordre du jour. Nous ne pouvons pas laisser intact ne serait-ce qu'un quart des bataillons terroristes du Hamas. Personne ne ferait cela dans le cas de la lutte contre l'État islamique. Vous ne laisseriez pas un quart de l'État islamique intact dans un territoire défini. L'Amérique a terminé le travail avec ses alliés. Nous finirons le travail ici avec nos braves soldats. Et nous veillerons à ce que la population civile ait un moyen de se mettre à l'abri du danger. La perspective d'une intervention terrestre à Rafah suscite des craintes quant au sort de la population. 1 400 000 Palestiniens se trouvent dans la ville, soit 70% de la population de la bande de Gaza. Parmi eux, beaucoup d'habitants du nord qui ont fui vers le sud face aux avancées de l'armée israélienne. Et pour terminer, le biopic sur le père de la bombe atomique, Oppenheimer, de Christopher Nolan, s'est imposé comme le grand gagnant des récompenses britanniques du cinéma en remportant 7 BAFTA, dont celui du meilleur film. France 24. Pour Oppenheimer, c'est un plébiscite. Le film de Christopher Nolan décroche 7 BAFTA, parmi lesquels les plus prestigieux. Meilleur second rôle masculin, meilleur film, meilleur réalisateur. Première récompense aussi dans son pays d'origine pour Christopher Nolan. Merci, c'est un honneur incroyable d'être de retour à la maison et de remporter un BAFTA à l'endroit même où mes parents me traînaient pour m'inculquer un peu de culture. Le film trace le portrait de Robert Oppenheimer, physicien torturé, père de la bombe atomique. C'est l'acteur irlandais Cillian Murphy qui incarne ses traits. Il a été sacré meilleur acteur. Je suis ravi, c'est une excellente réflexion sur l'état du cinéma d'aujourd'hui. Il s'agit d'un film de 3 heures, très complexe et très stimulant sur un physicien. Mais je pense que c'est une grande réflexion sur l'état du cinéma. Ça a été une année brillante pour le cinéma. Oppenheimer s'affiche plus que jamais comme le favori des Oscars dans 3 semaines. Chez les femmes, c'est l'actrice Emma Stone qui a été couronnée. Elle incarne Bella Baxter dans Pauvre créature de Yorgos Lanthimos, film qu'elle a elle-même produit. Être productrice sur le film, et c'était ma toute première fois pour moi, c'est doublement important car à la fois devant et derrière la caméra, c'était incroyable de faire partie du film. Côté français, Anatomie d'une chute, le film de Justine Triet sur une écrivaine accusée d'avoir tué son mari a reçu le prix du meilleur scénario original. En revanche, le film Barbie, autre grand favori pour les Oscars, est reparti bredouille. Et c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et bonne soirée en notre compagnie.